C'est parti cette fois-ci pour les planètes dans la première maison. Étant donné que nous avons déjà vu les ascendants en signe, vous comprendrez aisément pour ceux qui sont assidus et concentrés que chaque ascendant en signe s'apparente donc à leur maître dans la première maison. C'est-à-dire qu'un ascendant Sagittaire s'apparente à Jupiter dans la première maison, peu importe le signe d'ailleurs, de même que un ascendant Taureau s'apparente à Vénus dans la première maison, pareil que l'ascendant Balance. Et donc, j'espère que ça va être divertissant, ça va être surtout être édifiant pour ceux qui n'ont pas tout écouté et surtout que ça ne va pas être trop répétitif, bien que la répétition est la base de l'apprentissage, car vous êtes quand même là pour vous instruire. Hein. Je pense qu'il y a il y a une phrase d'accroche là sur quelque part sur YouTube, jouer et s'instruire de l'astrologie. Ça fait partie du deal. Donc, bienvenue sur Astrobagis. Commençons. Avoir le soleil dans la première maison, c'est pour les personnes qui rayonnent naturellement, ou comme le dirait une certaine chanteuse, sans forcer. Pour ceux qui ont compris la ref, ce sera plutôt des personnes qui seront dotées d'un magnétisme naturel, un peu comme les poissons et les scorpions. Le scorpion, pas forcément pour des choses très glorieuses, mais et les poissons d'ailleurs aussi, ce sera une personne qui aura une naissance assez extraordinaire dans le sens où soit ça va être les circonstances, soit ça va être le lieu, parfois, mais vraiment l'existence va être très observée, très enviée, et il y aura aussi beaucoup d'attentes. Une naissance, on peut dire royale, un sang noble, quelqu'un qui ne va pas vivre comme tout le monde et qui va être un peu naturellement, parce que les Jupitériens se hissent par le mérite, par les choses qu'ils font dans leur vie, mais les solaires, c'est des gens qui sont naturellement hissés au-dessus d'autrui. Le soleil, rappelez-vous, c'est tout ce qui est extraordinaire. Et donc, ça va évidemment être accentué par le fait que le soleil soit dignifié. Hein. Ça aura pas le même impact pardon, si le soleil est en Capricorne ou si le soleil est en Vierge ou même euh, ou en Poisson d'ailleurs. Après, quand on a le soleil dans la première maison, on hérite en général d'une grande honnêteté, d'une grande loyauté et aussi d'une bonté de cœur assez remarquable. Ce sont des personnes qui aussi ont beaucoup de vitalité, donc qui vont bien, tout simplement. Voilà, sauf s'il y a une énorme opposition à Pluton. C'est des gens qui dégagent beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie tout au long de leur vie et qui aussi on pourrait dire, vieillissent bien. Voilà, il faut voir les dispositions de Saturne pour cela et de la Lune, évidemment, pour vous vraiment confirmer cela, car ce que je vous donne ici, comme d'habitude, ce sont des généralités. Maintenant, vu qu'il s'agit du soleil et que le soleil est le vrai significateur de l'amour en astrologie, c'est l'amour qui va beaucoup influencer la destinée. Donc ça veut dire que les personnes ont hérité de personnes qui sont dictées par l'amour et pas l'amour, encore une fois, le sentiment amoureux uniquement, mais l'amour divin, l'amour de leurs enfants, par exemple, l'amour de l'humain, l'amour de la créativité, vraiment des choses profondes, des choses qui, euh, je pourrais dire, sont stables, qui sont immuables et qui embellissent l'existence naturellement sans être éphémères. Voilà, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, ce que je dirais aussi, c'est que les personnes qui ont le soleil dans la première maison sont propices à réussir dans leur vie et avoir du succès dans ce qu'elles font. Évidemment, il faut voir Mars pour les hommes pour le confirmer. Et aussi, les enfants de leur vie vont beaucoup marquer leur existence. Et l'héritage qu'ils reçoivent a quelque chose de vraiment solennel, de vraiment admirable et enviable aussi. Donc voilà, et, et c'est des personnes qui agissent aussi par le cœur, mais pas la passion comme les ascendants taureaux, les ascendants scorpions, mais vraiment, euh, et je dirais même pas par les sentiments. Ce qui fait du bien profondément au cœur, en vrai, à l'âme même, je dirais. Et qui agissent aussi en fonction de leur spiritualité, car le soleil, ça représente aussi le divin, qui suivent la lumière.
Bon, c'est sauf si le soleil est en scorpion, donc un soleil, un cœur un peu corrompu, corrosé, ou en poisson. Voilà, c'est des gens qui suivent leur cœur et qui servent la volonté de Dieu, la volonté, des forces lumineuses, si on peut parler de manière plus neutre. La lune dans la première maison prédispose les natifs donc à être des personnes assez populaires dans leur lieu de vie, dans leur ville, dans leur département et parfois même dans leur pays, donc sur leur terre. C'est la position astrale qui rapproche le natif du peuple ou de la foule en général, car c'est ce que représente la lune. Donc ce sera quelqu'un qui aura un caractère activement changeant. Sa nature héritée donc est instable, imprévisible, plutôt imprédictible. Non, imprévisible, parce qu'imprédictible, pas tellement, parce que la lune, elle fonctionne avec des cycles assez prévisibles, d'où le fait qu'on ait des calendriers lunaires pour le coup. Quelqu'un qui sera intuitif et qui est une personne qui sera très féminine. Donc qui se reposera beaucoup sur, sur son magnétisme, sur sa beauté, sur, qui attendra, de recevoir les choses. Qui sera plutôt quelqu'un de réceptif plutôt, que qu'un conquérant, on peut dire ça. Parce que la lune reste active. Je suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'on dise que la lune soit un principe passif, parce que la lune bouge tout le temps, en fait. Elle change de signe tous les 2 jours et elle change de signe tous les 2 jours, elle a des cycles, il y a des éclipses et cetera. On peut pas dire que c'est un principe passif. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est plutôt un principe, actif et réceptif, vous voyez? Contrairement au soleil qui est actif et combatif et conquérant, pour le coup. Donc si c'est un homme, ce sera quelqu'un qui sera probablement efféminé ou qui se reposera beaucoup, sur heu heu, son énergie féminine plutôt que masculine. Voilà. C'est aussi le soleil est aussi dans la première maison et donc là, on peut avoir un équilibre. Mais voilà, ça sera plutôt quelqu'un qui tendra vers le féminin et une personne qui agira selon ses émotions. Donc et évidemment qui sera propice à se tromper, qui aura une vision très court terme pour le coup et qui n'ira pas forcément jusqu'au bout, de 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 ce qu'elle veut. Quelqu'un qui va poursuivre des chimères, qui va aussi beaucoup chercher la romance, des choses qui vont et viennent pour le coup. Et qui aura, donc naturellement une existence très instable, vu qu'il s'agit c'est la lune qui va diriger sa vie. De le côté positif, c'est quelqu'un qui peut être guidé par son intuition, ce qui est une très bonne chose pour une femme notamment et d'ailleurs pour tout être humain, mais particulièrement pour une femme. Ici, c'est la lignée maternelle qui influence le plus l'existence. Donc on agit comme le faisaient les femmes de sa famille, plus que le côté paternel, mais quand ce sont des hommes. Et que ce sera quelqu'un qui, voilà, qui sera prompt au caprice, qui sera prompt à la manipulation et qui sera très influençable, pour le coup. Sauf si on est dans une ligne de signes fixes, lune en Taureau, et encore, heu, ou lune en Capricorne, mais ce sera quelqu'un qui, voilà, va assez vite se laisser emporter par n'importe qui sera doué en en persuasion face à lui. J'ajouterais aussi qu'avec la lune à la première maison, on peut être quelqu'un de dépensier et de capricieux dépensier qui va aussi mener à l'instabilité financière. Ouais et quelqu'un qui va avoir des dépenses bien plus émotionnelles que, les autres. Donc tout le monde les a, hein, ça va de soi, parce que l'argent n'a absolument rien d'additionnel, vu comment ça fonctionne, surtout dans notre économie. Mais, ceci, ça va être encore plus accentué que chez les autres. Aussi que l'enfance peut être, quelque chose d'assez visible, d'assez, heu, hem, quelqu'un dans l'enfance va être connu de beaucoup, parce que ça peut être quelqu'un qui peut être bavard, surtout si la lune est dans un signe, communicatif comme les taureaux, les gémeaux, voire les sagittaires. Je dirais aussi que je rajouterais là ce qui m'est venu à l'esprit, que je pense que ici, avec la lune dans la première maison, les ancêtres féminines ont volontairement transmis, ce que la personne a hérité et elles l'ont transmis pour une bonne raison et donc la vie psychique va être assez importante
va être assez révélatrice et devrait pouvoir guider la personne dans son existence lorsqu'elle se sent perdue ou elle ne sait pas forcément où aller, dans quelle direction partir. Surtout si vraiment l'ensemble du thème montre plus une personne lunaire que saturnienne, avec des objectifs clés ou quelqu'un qui n'arrive pas à aller au bout de ce qu'elle veut et qui peut avoir tendance à se loger dans la jalousie, de l'envie d'autrui ou les commérages. Ou aussi, bah, parfois la tristesse, la déception de soi-même, je pense que la vie psychique, les rêves peuvent avoir une importance significative pour la personne, pour pouvoir, se dépasser. Parce que la première maison, il s'agit, plus de dépasser ce qu'on nous a transmis, de de l'agrémenter que d'essayer de le défier. Parce que comme je vous ai dit, ce qui est de la première maison, c'est quelque chose qu'on nous a donné et qu'on ne peut pas changer. Donc à soi de dépasser quand c'est quelque chose qui est plutôt un poids, une charge et et qui a des répercussions plus négatives que positives en soi. Voilà. Que pour ce qui est de Mercure, alors Mercure en première maison, ça donne plutôt quelqu'un ici qui saura s'exprimer avec beaucoup de raison, de manière très adroite et dont l'esprit est vif. Donc ce sera plutôt un ou une amoureuse des voyages. Ici, avec Mercure en première maison, on hérite donc d'une souplesse intellectuelle, des gens qui ne sont absolument pas rigides et qui savent comprendre et s'adapter à autrui, suivre le vent, c'est une qualité très importante dans la vie, et qui donc ont hérité aussi de prédisposition pour le commerce en général. Donc le signe de Mercure, selon sa symbolique, déterminera le type de commerce, ou plutôt le domaine du commerce dans lequel la personne peut plus facilement s'insérer et réussir. Même si la réussite est plutôt solaire, Jupiter, etc. Quelqu'un qui aura aussi hérité de ça, de la curiosité, ça va de soi. Pour résumer, je dirais que les personnes qui ont Mercure dans la première maison sont en tempérament très nerveux, aussi agités, et qui sont, pareil que la Lune, instables, mais instables plutôt mentalement, qui sont plus à même à suivre leur cerveau plutôt que leur cœur ou leurs émotions. Et donc, ici, l'intelligence est notoire, vu qu'il s'agit de la première maison, et ce sont des personnes qui sont très douées pour les mots. Attention. Donc, surtout si Mercure est en Gémeaux, des personnes qui savent bien choisir leurs mots et qui les choisissent intentionnellement. Et donc, qui peuvent être des très bons manipulateurs. Autrement dit, parce que la manipulation en soi, c'est un mot neutre à mon sens. Quelqu'un qui peut être des corrupteurs. Je ne saurais pas comment dire ça. Mais qui peuvent facilement emmener une personne dans une direction que la personne n'aurait pas forcément pris si la personne avait utilisé un autre langage. Parce que les mots, c'est du domaine mercurien. C'est la parole, l'exercice de la parole, d'ouvrir sa bouche, qui est du domaine vénusien. Donc, voilà, je vous laisse conclure ce que vous voulez par rapport à cela. Je pense que c'est assez clair. Vénus dans la première maison. Alors, similairement au Soleil dans la première maison, les personnes qui ont Vénus dans la première maison sont donc des Vénusiens, naturellement, et la personne sera naturellement donc très attirante. La grande différence ici, c'est dans l'objet de l'attirance. Avec Vénus dans la première maison, on s'intéresse aux choses de la terre, pour ne pas dire aux choses de la chair. J'avais trop envie de le dire. Et les natifs recherchent donc constamment le bien-être, le confort, la beauté, autrement dit, la facilité. On n'aime pas souffrir avec Vénus dans la première maison. Et donc, un peu comme les ascendants taureaux, etc., on supporte mal la frustration, les noms. D'ailleurs, on n'est pas habitué. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à le supporter, sauf si on a Vénus en Capricorne. Ou on a Vénus en Scorpion ou en Vierge. Mais d'habitude, on a un peu ce qu'on veut. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, on n'est pas très content. Un peu comme les lunaires, on ne comprend pas. Et surtout, les lunaires, là, ils vont se forger dans le caprice. Nous, on va essayer de contourner la situation et d'aller de liane en liane jusqu'à ce qu'on obtienne un oui. Donc, je dirais qu'avec Vénus dans la première maison, c'est comme si le but de la vie était d'avoir le plus de plaisir, le plus de privilèges, le plus de passe-droit, le plus de coups de main et de dons que possible. On n'aime pas travailler pour avoir ce qu'on veut, on préfère les raccourcis.
Mercure va plutôt utiliser son intelligence, son cerveau pour avoir des raccourcis et pas forcément s'appuyer sur autrui, alors que Vénus, si elle va recevoir toujours de l'aide d'autrui, elle va faire travailler le cerveau des autres à sa place. Nuance. Sinon, le caractère des personnes qui ont Vénus dans la première maison est très tendre, malgré tout. C'est les personnes qui sont très aimantes et qui aussi peuvent se retrouver facilement, je reviens aux choses pas très glorieuses, esclaves de leur sensualité et de leur sexualité, ça va de soi, et de leur appart du gain, parce qu'il s'agit de Vénus, maître du taureau, les finances personnelles et le matériel. Donc, voilà, faites-en ce que vous voulez. Si ce sont des hommes qui peuvent très facilement être corrompus par le sexe, qu'on peut très vite esclavager, dominer dans ce sens-là, de manière subtile, hein, parce que ça reste un principe féminin. Mais voilà. Ce sont par exemple les politiciens qui se retrouvent à avoir une carrière brillante qu'ils ont construite pendant des années. Et parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur appétit sexuel, on va leur présenter une femme qui se fera être une escorte ou une mineure et ils vont se retrouver dans des problèmes. Parce qu'ils ont suivi leur deuxième cerveau. Et les femmes, pareil, les femmes qui vont suivre leur ego, qui vont avoir un certain type d'homme ou une certaine faiblesse et qui ne vont pas savoir se discipliner assez pour pouvoir rester concentrées sur le type d'homme qu'il leur faut et non pas sur ce qu'elles veulent à l'instant T. Ce qui leur coûte encore plus cher qu'aux hommes, pour le coup. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je reviens sur le sujet. Avec Vénus dans la première maison, on hérite de bon goût. On hérite de facilité pour les domaines artistiques vénusiens, c'est-à-dire la mode, la décoration, mais etc. Je vous laisse agrandir la liste car vous connaissez bien les domaines vénusiens vu que vous êtes assidus sur Astrobagis et sur les contenus éducatifs de l'astrologie. Mais je dirais qu'avec Vénus dans la première maison, quand on est un homme particulièrement, on hérite de la popularité auprès du sexe opposé. Et voilà, donc ça justifie ce que j'ai dit avant. La diplomatie, la bienveillance et la gestion financière, la grande compassion et la beauté de la voix sont des choses qui sont des acquis la plupart du temps, surtout sur Vénus est dignifié. Quand on a Mars dans la première maison, c'est pareil qu'avec Vénus, dans le sens où ce sera la popularité auprès du sexe masculin pour les femmes. Ce seront donc des personnes qui seront naturellement sur la défensive, parfois agressives, qui auront un caractère très conflictuel, voire antipathique, selon le signe. Plus le signe rentre dedans, plus ce sera compliqué. L'héritage ici est militaire, parfois industriel, parce que voilà, tout le monde n'a pas fait la guerre. Mais voilà, quand je dis la guerre, il ne faut pas forcément voir la guerre où on prend le fusil pour tuer quelqu'un. Attention, il y a des guerres spirituelles qui sont bien plus violentes que les guerres physiques. Je dis ça, je ne dis rien, je suis une Africaine. Comprenez bien ce que je veux dire par là. Parce que ça fait des siècles que nous sommes en guerre spirituelle principalement, vu toutes les invasions spirituelles qu'on a dans notre continent. Donc voilà, il y a des guerres, la guerre qui se passe uniquement la nuit quand les gens dorment. Il y a les guerres qui se passent au niveau de la psyché. Voilà, c'est des guerres beaucoup plus violentes. Donc les personnes qui combattent l'invisible, qui combattent le racisme, ce ne sont pas les guerres où on prend les armes, de nos jours du moins. C'est vraiment des guerres, les guerres contre la déshumanisation, les guerres contre les ventes d'organes, les guerres contre l'utilisation de l'énergie sexuelle des gens. Voilà, ce ne sont pas les guerres. Quand on parle de la guerre, ce n'est pas les choses auxquelles on pense forcément, mais ça fait partie du principe martien, en fait. C'est de combattre tout simplement l'obscurité ou combattre la lumière parfois, mais combattre les choses sombres. Il s'agit du scorpion, n'oubliez pas. Donc voilà, ce sont des personnes qui ont conscience des dangers de la vie en général, les personnes qui ont Mars dans la première maison ou les personnes qui sont ascendants bélier ou des ascendants scorpions. Ce ne sont pas des bénis oui-oui, ce ne sont pas des gens qui vivent dans le meilleur monde comme les signes lunaires ou les signes vénusiens. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Et donc ici, les personnes sont très instinctives et disposées à conquérir, à entreprendre, à militer et aussi de manière positive, à enthousiasmer autrui, à enflammer autrui. Voilà, donc moi aussi je me suis enflammée pour le coup. Le caractère est aussi parfois sexuellement explicite.
Le signe de Mars ici indiquera si les actes finiront en victoire ou s'ils seront du pur gaspillage, voilà, ou des sources de frustration, ou encore ils seront simplement retardés. Pour tout ce qui va être de Mars dans la première maison. Ceux qui ont Jupiter dans la première maison sont ceux qui sont le plus susceptibles d'être en surpoids. Car vous le savez, Jupiter, ce sont les excès. Et le signe peut-être de Jupiter peut arriver à limiter cela. Mais ce sont ceux qui respectent la loi, donc moi je les appelle les moralisateurs. J'ai pas une très bonne vision des Jupitériens, vous l'aurez compris, car je trouve que surtout dans notre pays, la France, où il y a beaucoup de fonctionnaires, plutôt les hauts fonctionnaires, ils nous servent pas grand-chose. Bref, peut-être que si je vais dans un autre pays qui est mieux géré, j'aurai une meilleure vision des Jupitériens. Mais voilà, ce sont des personnes dont l'esprit est très conformiste. Ce sont ceux qui ont été le plus formatés par l'école ou par leur parcours supérieur en général, mais donc par leur diplôme, qui suivent les traditions, ça c'est la chose qui me plaît le plus, et qui respectent les hiérarchies. Donc, et je dirais aussi que les Jupitériens, ils ne font pas que respecter la loi, parfois c'est eux qui la rédigent. Ça va de soi. Vu que ce sont des hauts fonctionnaires, étant donné que Jupiter est un bénéfique, ce sont des personnes qui s'en sortent toujours. Ils ont une sorte de cape qui les couvre d'à peu près tout dans leur vie, surtout des problèmes de santé, puisqu'il s'agit de la première maison, des accidents physiques graves, ou qui font en sorte qu'ils finissent par s'en sortir. Voilà, donc peut-être que j'ai un peu de jalousie aussi. Mais la protection de leur corps, en tout cas, est bien réelle, vous l'aurez remarqué. Et ce sont les personnes qui vont, par exemple, prendre leur micro un jour pour vous dire que même s'ils font 300 kilos, c'est pas grave, parce qu'ils vont bien, ils ont une vie sexuelle, et ils sont mariés, ils ont des enfants, et voilà. C'est super d'être obèse, en fait. Ils vivent dans un monde parallèle, quoi. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas forcément le sens de la réalité, le sens de la normalité, qui ne comprennent pas forcément ce que ça signifie, parce qu'ils sont toujours un peu privilégiés, voilà. C'est ça en fait, c'est peut-être pour ça qui m'énerve. Mais de côté positif, ce sont les personnes qui sont très généreuses et très bienveillantes pour la plupart du temps et qui ne veulent pas forcément du mal à autrui, un peu comme les ascendants sagittaires, et dont la réussite est propice après 40 ans, donc à l'âge de Jupiter. L'âge de Jupiter, ça peut être aussi des personnes qui ont le don d'enseigner, donc aussi d'influencer autrui. Ceux qui ont Saturne dans la première maison, ce sont ceux qui se caractérisent par leur très bon jugement. De personnes qui sont de nature réfléchie, grave, persévérante, prévoyante et qui ont un caractère très profond. Donc ceux qui détestent la superficialité et les convenances, voilà, qui n'aiment pas trop la mondanité. Peu importe le signe d'ailleurs, c'est quelque chose qui les affecte assez facilement, même si voilà, les ascendants taureaux sont sociables, cancer, sagittaire et tout. Eux, ils s'effacent assez facilement, ils ne sont pas esclaves de ça. Ce sont ceux, autrement dit, qui ne pensent pas que toute invitation est bonne à prendre. Après, avec Saturne dans la première maison, naturellement, on s'abstrait assez naturellement de son environnement. Autrement dit, on s'isole assez vite. Ce sont des personnes qui savent construire sur le long terme, qui parfois ont une enfance difficile, mais qui parviennent à réussir dans la vieillesse. Pour accentuer le caractère grave, on hérite de beaucoup de lourdeur. Donc, le signe de Saturne va déterminer la nature de la lourdeur dont on va hériter. Est-ce que on aura la responsabilité de se construire financièrement avec Saturne à Taureau, car ça va être très important pour la descendance. Est-ce que on aura la responsabilité de se gérer sexuellement avec Saturne en Scorpion? Pareil, parce que ça a une influence sur la lignée, etc., etc. Vous comprenez le principe. Bon, autant vous dire que quand on a Uranus dans la première maison, on hérite d'un caractère totalement instable et totalement imprévisible. Voilà, c'est vraiment la chose à retenir pour Uranus dans la première maison. Pensez à l'imprédictibilité. Là où ceux qui ont la Lune dans la première maison peuvent rester prédictibles, car il s'agit d'un principe lunaire qui est donc répétitif et donc prévisible, ceux qui ont Uranus sont prompts à se prendre et pas toujours dans le meilleur des sens. Donc, c'est des personnes qui ont un caractère aussi très indépendant,
autonomes, qui savent réfléchir par eux-mêmes, là où les lunaires ont besoin un peu, de recevoir pas mal de choses. Ce sont eux qui voilà, ça vient d'eux, on va dire ça. Les Uraniens et des personnes qui sont très excentriques et très, parfois révolutionnaires, qui ont envie de bousculer les choses. Leur esprit est très inventif, il est très sensible à la nouveauté. D'ailleurs, c'est souvent eux qui sont à l'origine des nouveautés, des innovations et ils n'ont pas peur de se positionner en pionnier, de se différencier des autres. Ce sont les personnes qui vivent parfois en marge de la société ou des groupes et qui, n'ont pas peur d'être vus comme des marginaux aussi. Bien qu'ils brillent dans le groupe, ils savent s'extraire du groupe parfois pour pouvoir aller où ils veulent, un peu comme les solaires. Ce sont aussi ceux comme Mercure dans la première maison qui s'adaptent facilement à la vie moderne et qui peuvent parfois graviter auprès de machines, donc les avions, les moteurs et aussi parfois auprès de politiques. D'ailleurs, ce sont les politiques sociales qui vont dicter leur caractère. On peut le dire aussi comme ça. D'où le fait qu'ils soient imprévisibles. Avec Neptune dans la première maison, on est intensément sensible à son entourage et à son environnement, qui d'ailleurs a du mal à nous comprendre, pour le coup. Et on est sensible à l'ambiance qui règne là où on est. Enfin, c'est vraiment une catastrophe pour moi, personnellement. Je serais trop en panique. Pour les personnes ce sont des personnes qui ont hérité d'une vision très idéaliste, donc voilà, tout dépend du signe de Neptune pour savoir de quel idéal il s'agit. Ça revient toujours à la même chose et aussi d'un raffinement esthétique. Il s'agit de Neptune, le maître des poissons. Donc une oreille fine aussi musicale, hein, je pourrais le dire aussi comme ça et qui parfois sont des guérisseurs, qui héritent de dons de guérison, je pense, surtout si Neptune est dignifié. En tout cas, les dons de vision, les dons psychiques et dont la vie psychique est très riche, très, 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 très riche. Parfois à leur insu parce que les Neptuniens, voilà, ils sont pas toujours, très commodes. Ça peut être comme soit c'est Neptune en Capricorne ou Neptune en Verseau, voilà ou en Vierge, pire. Mais je dirais que les rapports avec autrui, avec Neptune en Neptune en première maison sont très difficiles, sincèrement, parce que ce sont des personnes qui peuvent être de nature très trompeuse, qui peut avoir un caractère totalement, flou, pour le coup, dans le sens où ce n'est pas ici, Uranus, c'est leur nature d'être imprévisible. Ici, l'imprévisibilité, elle est calculée, dans le sens où ils sont dictés par des forces obscures, à eux-mêmes parfois et donc ils sont susceptibles de trahir ou d'être trahis plus facilement, d'être, de d'être, les personnes à qui on ment facilement, qui arnaquent autrui ou qui sont arnaquées, mais qui arnaquent, aussi pas enfin, vraiment des personnes qui sont peu fiables, je dirais. Je n'ai pas une très bonne vision de ça, vous l'aurez compris, qui sont propres aux hallucinations, aux addictions, à la disparition, à l'éloignement, au chagrin, voilà, la douleur. Donc on peut dire qu'ils héritent de la douleur de leurs ascendants et ce qui fait en sorte qu'ils peuvent être très sombres. Ils peuvent être très sombres ou peuvent être des grands guérisseurs pour le coup, mais qui, même quand on est un guérisseur, on a souvent du mal à être compris et être accepté et à être apprécié d'autrui. Donc, qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise pas, on souffre avec Neptune dans la première maison. Donc, reste à voir le signe pour savoir si ça va être grave ou pas, euh, ça va être accentué ou pas. Mais je pense que Neptune en poisson dans la première maison, franchement, courage. Courage. Mais bon, j'aimerais bien voir ça dans un thème car je l'ai jamais vu, pour le coup. Heu, je n'ai jamais vu dans un thème. J'ai vu beaucoup de Neptune, maître de la première maison, les ascendants Poissons ou à Sagittaire, mais rarement dans la première maison, donc j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Ça arrivera certainement dans ma carrière. Je l'attends. Alors ceux qui se perdent à essayer de comprendre les personnes qui ont Pluton dans la première maison, franchement, arrêtez-vous parce que ça sert à rien. Vous allez vous traumatiser pour rien. Car ce sont des personnes qui ont des vies secrètes qu'ils emportent dans leur tombe. Bon, parfois on découvre juste après la mort, mais
C'est difficile de percer un jour ces personnes-là, qui sont très profondes aussi, un peu comme les saturniens, mais pas dans le bon sens. Ce sont des personnes qui héritent d'un caractère instinctif, impulsif et de justicier profond. Des gens qui ont combattu les ténèbres et qui reviennent encore combattre les ténèbres. Mmh. Voilà, ça, c'est les plutoniens. Et d'ailleurs, leur amour pour la sexualité est très visible. En fait, ce sont des personnes qui comprennent. C'est les gens avec qui j'aime discuter, personnellement, pour être très honnête. Parce que c'est les gens qui comprennent la gravité de l'impact, la puissance de l'énergie sexuelle, en fait. À quel point ça peut être créatif, comme ça peut être destructeur pour l'humain. Et qui comprennent les combats de l'invisible. Voilà, moi j'aime bien discuter avec les gens comme ça. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas ça, en fait. Vraiment, et c'est insupportable. Les gens prennent la sexualité comme un sujet léger, alors que ça ne l'est pas du tout. Ou comme un sujet tabou, alors qu'il y a des choses bien plus importantes que ça. Et quand je parle de sexualité, c'est pas le simple fait de coucher ou pas avec quelqu'un, heu, ou de le faire plus ou moins rapidement, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais bon. Et donc, leur amour pour le sujet, pour le domaine en soi est quelque chose d'assez visible et quelque chose que les gens combattent. Parce qu'il y a des gens qui refusent justement que ces personnes-là puissent transmettre ce qu'il y a à transmettre par rapport à ce sujet. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que j'ai été claire? C'est des gens qui sont très intéressés par les domaines plutoniens en général, pas que la sexualité. Donc, tout ce qui est de la mort, les crimes, les renseignements, les services secrets, les assurances, etc., etc. Ce sont des personnes qui sont davantage plus passionnées que les autres et qui sont intenses à rencontrer. Évidemment, comme j'ai dit avec les ascendants scorpions, ce sont ceux qui suscitent des émotions très fortes, positives comme négatives, mais quoi qu'il en soit, laissent toujours une forte impression chez autrui. Donc, voilà pour ce que j'ai à vous dire pour les personnes qui ont Pluton dans la première maison. Mmh, ils ont tendance à détruire beaucoup dans leur vie. Ils sont amenés à beaucoup, tuer pour reconstruire. Ça peut être un concept psychologique, ça peut être quelque chose de physique, ça peut être une organisation. Ça peut vraiment aller dans plein de sens, donc j'adore voir les thèmes comme ça. Personnellement, même si voilà, c'est parfois difficile parce que c'est des personnes qui n'ont pas des parcours de vie faciles et qui voilà, qui combattent littéralement des choses qu'ils ne voient pas, en fait, qui ne voient pas, qui ne voient pas arriver et dont ils sous-estiment parfois la profondeur, du mal. Donc des gens que j'encourage toujours beaucoup, car ce n'est pas facile, leur vie. Et comme les Neptuniens d'ailleurs, même si j'ai pas une vision négative de, «Ah là là, it's not good». Moi, j'aimerais pas avoir ça. Mais bon, je pense que il y a plein de choses que je pourrais rajouter, mais comme on est sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout, il y a des choses qu'il vaut mieux dire en personne. Donc comme je vous dis souvent, j'attends toujours que c'est vous qui faites l'astrologue que je serai. Plus vous me posez des questions pertinentes, plus vous aurez des réponses par rapport à certains sujets car bah, j'apprends de plus en plus dans la vie que toute vérité n'est pas bonne à dire et que tout le monde n'est pas prêt à entendre, les choses parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts mentalement, psychologiquement à entendre certaines choses et donc il vaut mieux que les questionnements viennent d'eux ou que quelqu'un pose une question qui m'ouvre vers ces sujets-là, plutôt que moi-même je m'aventure à essayer de vous parler de certaines choses car, bah, vous êtes pas prêts en fait. Merci de m'avoir écoutée. Je fais du pur Ghislaine là. Oh là là! Je vais me coucher. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Astrologie. Bye.